Dans cet épisode de Carnet de route, nous continuons notre voyage à travers le district de Yudou. Nous verrons tout le travail à fournir pour préparer une bonne tasse de thé, découvrirons ce que certains bouddhistes ont fait pour atteindre l'immortalité et tenterons de percer les secrets du feng shui. Bienvenue dans le district de Yudou. Si vous avez déjà été dans le sud de la Chine, c'est peut-être pour vous une scène familière, c'est du thé. La boisson nationale de Chine représente un secteur d'1 milliard de dollars et l'une des plus grandes exportations du pays. Et c'est ce qui a mené Tianjan au mont Penghu. Comment s'appelle ce thé? Le thé Maotian. C'est une variété de thé perle du dragon, n'est-ce pas? Comment évaluer sa qualité? Sans les grosses feuilles, c'est mieux. Et celui-ci? C'est pas mal. On peut en faire du thé Maotian. Vous ne gardez donc que l'apex, n'est-ce pas? Exactement. Quel parfum, ça sent bon. Sentez vous-même. Mais comment cette matière première végétale est-elle transformée en quelque chose que l'on peut boire? Eh bien, il s'avère que la quantité de travail nécessaire dépend de la sorte de thé que vous voulez produire. Quoi qu'il en soit, Tianjan va apprendre auprès des meilleurs. Quel bel endroit. Maintenant que nous avons récolté tout le thé, il est temps d'aller le faire chauffer. De nombreux villageois qui vivent sur le mont Penghu gagnent leur vie grâce au thé. Tianjan a appris que généralement, plus vous traitez le thé, plus il devient sombre. Voilà pourquoi nous avons des thés verts, jaunes et noirs, malgré le fait que les feuilles sont vertes à l'origine. Donc vous tournez avec la main et puis vous éparpillez les feuilles. Oui. Ok, je pense que j'ai compris. Est-ce que je peux essayer? Bien sûr. Croisons les doigts pour que je ne me brûle pas. Aïe mon Dieu, c'est chaud! Il fait vraiment très chaud là-dedans. 180 degrés en fait. Si bien que vous pouvez imaginer à quel point il fait chaud ici. C'est comme dans un sauna. La cuisson doit durer pendant combien de temps? On y est à peu près. Ok, bien. Maintenant qu'on a terminé cette étape, il est temps de passer à la deuxième, à savoir le roulage des feuilles de thé. D'accord, juste une seconde. Il fait si chaud là-dedans que je vais me laver le visage. Mon Dieu, c'était comme dans une fournaise. Eh bien, le bon côté dans le pays du thé, c'est que là où il y a du thé, il y a toujours de la bonne eau. Donc vous avez besoin, pour boire, et vous rafraîchir un peu. Oh, ça va mieux. On met les feuilles en boule. Ça a l'air assez simple. Imaginez que vous êtes en train de pétrir de la pâte. Essayez. Je ne peux pas le décevoir. C'est la première fois que je le fais. Je dois le faire comme il faut. Mais c'est parti. Ça se défait déjà, mais en le faisant, je peux sentir l'humidité s'échapper du thé. Donc je suppose qu'après encore quelques tours, ce sera assez sec pour passer à l'étape suivante. Quelle force faut-il exercer? En général, on exerce un poids d'environ 5 kg. Comme ça, c'est bien. Cela aide à déchiqueter les feuilles de thé. Regardez ça. Le parfum est absolument incroyable. J'en ai comme l'eau à la bouche de sentir tout ce thé. On roule aussi les feuilles pour faire ressortir leur parfum. Est-ce qu'on peut dire ça? Eh bien, plus vous roulez, plus le parfum sera fort et meilleur sera le goût.
Voici donc le résultat de notre travail. C'est ça, oui. Quel est ce genre de thé? Du thé perle de dragon. Pourquoi ce nom? En fait, il s'appelle perle du dragon Pangu. À quoi ça ressemble? Regardez, on roule le thé en boule, et le nom vient de là. Ah, c'est délicieux. Un peu amer, je dois dire. Mais il a cette très belle finale nette. Et vous savez ce qu'on dit, si vous l'avez fait vous-même, le goût est toujours meilleur. La culture du thé se trouve dans chaque aspect de la vie à Yudou, mais pas toujours là où on s'y attend. Voici la célèbre danse folklorique que les dames d'âge mûr à travers la Chine et même dans d'autres parties du monde aiment pratiquer pour faire de l'exercice. Mais il semble que les filles de la plantation ont ajouté quelques mouvements inspirés de la récolte du thé. Mieux vaut ne pas essayer chez soi. À suivre, nous ferons face à face avec la réponse chinoise aux momies égyptiennes et en apprendrons davantage sur la vie et les enseignements des gens qui nous ont précédés il y a des centaines d'années. Dans cet épisode de Carnet de route, nous continuons notre voyage à travers le district de Yudou. Nous verrons tout le travail à fournir pour préparer une bonne tasse de thé, découvrirons ce que certains bouddhistes ont fait pour atteindre l'immortalité et tenterons de percer les secrets du feng shui. Près du centre de Yudou se trouve le temple Futian. Quand on monte ces escaliers, on sent que cet endroit a quelque chose de différent. Fondé sous la dynastie des Tang, il y a plus de 1000 ans, c'est l'un des temples les plus célèbres du bouddhisme zen dans le sud de la Chine. Il est connu pour ses moines éminents. Mais Tianjan est sur le point d'en rencontrer un qui est devenu une légende. Bonjour. Waouh, cette statue est si bien faite. C'est presque comme si elle était vivante. Je vais vous dire un petit secret. Voici ce qu'on appelle un bodhisattva au corps imputrescible. C'était en fait l'un des premiers en Chine. Et à l'intérieur de cette boîte, il y avait un vrai moine. Mais bonjour. C'est un bodhisattva au corps imputrescible? Oui, il a vécu à la fin de la dynastie Tang. Son nom de famille était Wu. Il était de Xinfeng. Comment son corps a-t-il été conservé? On ne l'a pas incinéré. À la fin de sa vie, on l'a placé à l'intérieur d'une cuve pour tenter de rendre son corps imputrescible. Quel était le processus? On l'a placé dans une cuve grande comme ça, le corps dans la position du lotus. À l'intérieur de la cuve, on a placé du charbon de bois, de l'encens et du bois odorant. Puis, on a mis un couvercle. Pendant combien de temps? 3 ans. Au moins 3 ans avant d'ouvrir. Les Égyptiens, bien sûr, embaumaient leurs morts. Mais les moines bouddhistes passaient les années de leur vie à débarrasser leur corps de toxines de façon naturelle par le jeûne. C'était cependant un pari énorme. Quand on rouvrait la cuve, si on retrouvait votre corps décomposé, votre temple était couvert d'opprobre. A priori, cet acte macabre semble aller à l'encontre de la croyance bouddhiste en l'impermanence, mais en fait la momification était considérée comme une forme supplémentaire d'illumination.
Les Chinois ont toujours eu une fascination pour l'immortalité. C'est une évidence quand on voit leur façon de nommer certains lieux. Tianran est en chemin vers la grotte de la vache immortelle et il est peu probable qu'il croise des bovins au pouvoir surnaturel. On dirait que j'ai trouvé un passage secret. Peu de gens le connaissent parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a en bas. Ça a l'air préhistorique. Au premier coup d'œil, cela ne se remarque peut-être pas, mais ce lieu a été habité par des gens. Sur les deux côtés de cette fissure, vous pouvez trouver des endroits où des gens ont creusé dans le roc. Et jadis, ils avaient l'habitude de venir ici pour fuir les bandits. Si la guerre faisait rage dehors, ils venaient ici avec leurs familles et leurs objets de valeur. Et les archéologues ont même trouvé des poteries datant de 4000 ans. Mais aujourd'hui, tout ce que vous pouvez trouver, et c'est sans doute la preuve la plus remarquable que vous pouvez voir, ce sont ces murs. Les murs de pierre où les gens vivaient. Cet endroit est tout simplement fascinant. Les cellules où les gens vivaient ne sont pas les seules creusées le long des falaises. Il y a aussi des marches, des rainures et des tranchées. On voit ici l'endroit où des portes en bois, des séchoirs et même une meule en pierre se trouvaient autrefois. Il est fort probable qu'Indiana Jones se sentirait ici chez lui. Là encore, les Chinois ont toujours été forts pour faire un bon dosage de leur environnement ou tout au moins pour le décrire dans des vers. C'est particulièrement vrai ici dans le sud de la Chine où chaque montagne, rivière et falaise semble avoir sa propre histoire. Bien, nous y sommes. Vous savez, à Yudu, l'une des destinations les plus célèbres est ce lieu, Lo Tianyan. En fait, pendant des siècles, quelques-uns des savants les plus célèbres et des personnalités les plus célèbres en Chine sont venus ici pour visiter le site et y laisser leur empreinte. Luo Tianyan a commencé à devenir un lieu incontournable il y a plus de 1500 ans grâce à sa vue imprenable sur les falaises de grès et ses forêts. Avec le temps, sa popularité a grandi jusqu'à ce que le site devienne finalement moins connu pour ses paysages que pour les lettrés qui venaient ici écrire des poèmes et faire des inscriptions sur ses falaises. Au cours des siècles, toutes sortes de gens célèbres sont venus ici pour laisser leurs traces sur ces parois. Mais l'inscription la plus célèbre est probablement celle faite par un homme appelé Yue Fei, qui est considéré comme le héros populaire national de Chine et un symbole de la loyauté. Et il y a 900 ans, il a écrit ceci, Tianzi Wangnian, ce qui signifie « Vive l'empereur ». Quelle statue magnifique! C'est incroyable qu'on ait pu la conserver si longtemps depuis sa construction sous la dynastie des Ming il y a 500 ans. Mais il y a un secret qui explique pourquoi tout a été préservé. Dès que vous entrez, non seulement vous sentez une odeur d'encens, mais vous sentez aussi cette odeur d'humilité, parce que nous sommes dans une grotte. La raison pour laquelle ils construisaient des temples dans les grottes, c'est que non seulement cela permettait de réaliser des économies en termes de coûts de construction, mais cela protégeait également les gens du vent et de la pluie. Voilà ce qui explique pourquoi, après tant d'années, vous avez encore cela.
Même si ces illustres visiteurs lui ont donné du prestige, Luo Tianyan reste en son cœur un lieu modeste et tranquille pour l'introspection. Et il continue d'attirer des intellectuels en herbe qui souhaiteraient acquérir l'enseignement de ceux qui les ont précédés. Bonjour, qu'est-ce qu'ils étudient? Les règles de l'étudiant. En quelle classe sont-ils? CM2. Pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Parce que nous pensons qu'il est important que la jeune génération apprenne les valeurs traditionnelles chinoises. C'est mignon de voir que même aujourd'hui, les élèves viennent encore ici pour étudier comme les lettrés le faisaient il y a des centaines d'années. Tu recopies ce qu'il est sur la falaise? Oui. Vous savez, c'est très intéressant pour beaucoup d'élèves en Chine. Ils viennent s'asseoir au pied de cette falaise pour pratiquer la calligraphie, en recopiant les maîtres. Cette inscription a été écrite par un certain Zhou Dongyi. C'est l'un des érudits les plus célèbres de Chine, et il a écrit quelques-unes des œuvres les plus connues, comme Ode à la fleur de lotus, qui aurait été écrite ici. Parmi les poèmes chinois les plus appréciés, beaucoup sont en fait des leçons de vie. Celui-ci encourage les gens à être comme la fleur de lotus qui surgit de la boue propre et belle. Cela suggère que vous devez rester juste et pur, peu importe le milieu dans lequel vous vous trouvez. De nos jours, Ode à la fleur de lotus fait toujours partie du programme scolaire et transmet cette valeur confucéenne importante. À suivre, nous chercherons à comprendre comment le temps, l'espace et le cosmos aident à décider où construire nos maisons et nous dégusterons quelques-unes des spécialités locales les plus appréciées de Yudou. Vous savez, en Chine, en particulier ici dans le sud, beaucoup de gens croient encore au feng shui, l'art ancien de la géomancie chinoise. Celui-ci se résume essentiellement à la façon dont les gens interagissent avec leur environnement et les avantages qu'ils tirent des montagnes et des rivières environnantes pour améliorer leurs moyens de subsistance et leur sort. Voilà un vieil arbre. On a fait une trentaine de kilomètres en partant de Yudou pour arriver ici, au village de Renxin, parce que cet endroit a de nombreux bâtiments anciens et magnifiques. Et c'est encore plus important parce que c'est l'un des exemples les plus célèbres de bonne disposition conformément au feng shui en Chine. Croyez-le ou non, les gens viennent de toute l'Asie du Sud-Est pour étudier le feng shui. De nos jours, Renxin semble être un peu tombé en décrépitude, mais il suffit de regarder de plus près les détails sur certaines vieilles maisons pour se rendre compte que cet endroit était autrefois cossu. Bonjour Monsieur Xiao, bienvenue. L'environnement est très agréable ici. Vous devez avoir un bon feng shui. Oui, nos fondateurs pensaient que ce lieu était un endroit exceptionnel avec un bon feng shui. Cet endroit a plusieurs siècles d'histoire, n'est-ce pas? Le temple des ancêtres a été construit en 1680. Notre clan utilise ce hall pour les réunions familiales et faire des offrandes à nos ancêtres. Le hall a une largeur de 11,4 mètres et une longueur de 31 mètres. Il est divisé en 3 parties. L'antichambre, la salle centrale et l'arrière-salle. Dans l'arrière-salle, il y a un autel avec les tablettes funéraires de nos ancêtres.
Pourquoi c'est atrium? C'est là où la richesse est accumulée. Pourquoi chaque niveau est-il légèrement plus élevé que l'autre? Cela représente le progrès, étape par étape. C'est une boussole, l'Opan, n'est-ce pas? Oui, chaque caractère représente une direction. Ça a l'air vraiment très compliqué. Ça l'est. C'est plus compliqué que de simplement distinguer le yin et le yang. Je vois. Comment est-ce qu'on l'utilise? Tianran confiera très honnêtement n'avoir compris que la moitié des explications, mais l'essentiel, c'est que vous devez utiliser le Luopran tout en consultant ses livres. Disons que je veux construire un temple des ancêtres ici. En utilisant le Luopan, est-ce que vous pouvez déterminer si c'est une bonne idée? Premièrement, vous utilisez la boussole pour déterminer vers quelle direction votre maison fera face. Ensuite, vous dites à ce monsieur quels sont vos 4 piliers du destin. Cela peut faire penser à un mauvais film de kung-fu, mais c'est en fait une version complexe de votre signe astrologique. Enfin, informé de vos piliers et les résultats qu'indique votre boussole, il consulte ses dictionnaires du feng shui, où chaque entrée vous dit votre chance pour un jour particulier, un peu comme un horoscope quotidien. Simple, non ? Oh, regardez ça. Tant de nefs là, et personne ne pourra manger. C'est délicieux. Bon et acidulé. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Le bon feng shui du village de Hanxin tient en partie au fait qu'il est délimité par des montagnes sur 3 côtés et un large cours d'eau sur le 4e. Cela l'a rendu facilement défendable et a permis aux villageois de se consacrer à d'autres activités. Oh, voilà qui est intéressant. Ça n'a pas du tout le goût du thé. En fait, c'est salé. Et ça fait penser au sésame. C'est un peu comme de la soupe, en fait. Je n'avais jamais bu. C'est une spécialité locale? Ça s'appelle le thé lei. Et c'est une spécialité des Hakka. On aime en boire. Est-ce que je peux voir comment vous le préparez? Bien sûr, je vais en faire d'autres. Vous utilisez ce mortier? Oui. Est-ce que vous pouvez me montrer? Versez une poignée de riz, une portion généreuse de sésame blanc et noir et beaucoup d'arachides. Arrosez ce mélange d'huile, de sel et de beaucoup d'eau chaude. On moud comme ça. Je ne peux pas vous décrire le parfum étonnant que l'on sent. C'est un très agréable parfum de sésame qui jaillit de ce mortier. Ça sent bon. Je dois dire qu'il faut un dur labeur pour préparer ce thé. J'ai un peu honte de laisser cette dame le faire pour nous. Ça doit être fatigant. Laissez-moi vous remplacer, d'accord? Je vais essayer. Je dois dire que ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Cela demande de la technique pour moudre tous les ingrédients. Mais quand vous le faites vous-même, vous profitez de ce parfum vraiment incroyable qui sort du mortier. C'est encore fini? Voilà donc la dernière étape. Vous sentez? C'est l'odeur du travail acharné. Je ne peux pas attendre, même si je n'ai pas accompli l'ensemble du processus moi-même.
C'est un peu trop salé. Je crois que je n'ai pas assez moulu. Je me suis presque étouffé avec tous les ingrédients. Je pense que je dois améliorer ma technique de mouture pour la prochaine fois. Mais bon, il y avait un assaisonnement supplémentaire, la saveur du dur labeur. De nos jours, la plupart des nouveaux villages ressemblent à ceci. La construction de plus grandes routes a persuadé de nombreux habitants de se déplacer vers des lieux plus accessibles, comme le village du Petit Lac de l'Ouest. C'est un peu triste de voir des villages comme Khansin se détériorer lentement, mais c'est juste un signe des temps et du désir des gens d'améliorer leur niveau de vie. Oh, désolé. J'ai un peu perdu la notion du temps. Je ne suis pas venu ici pour jouer avec les enfants. En fait, je suis venu ici pour essayer une spécialité locale appelée poudre de perles et pour laquelle Udou est célèbre. Et je pense qu'ils en ont là-bas. Allons voir ça. Vous voulez aller voir? T'as eu peur? Vous faites de la poudre de perles, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça sent bon. On en prend au petit déjeuner. Quel goût ça a? C'est sucré. Comme le chocolat? Non, non, bien sûr que non. C'est sucré-salé. Donc je le prends comme ça à deux mains, n'est-ce pas? Oui, faites des cercles. Pourquoi est-ce que vous vous moquez? Je le fais pas bien? Je commence à avoir le mal de mer rien qu'en regardant toutes ces boules qui bougent. Je reste scotché. C'est fatigant, non? Il s'avère que cette dame se moquait de Tianjan. Les perles de riz sont effectivement plongées dans une sorte de gruau salé, agrémenté de petits pois et de viande hachée. C'est un aliment de base assez consistant, normalement fait pour les occasions spéciales, mais de nos jours, on trouve tout ce qu'on veut au supermarché du coin. La modernité a redonné de la vitalité à Udou. Celui-ci est plus jeune, plus cool, plus actuel. Fier de son passé, Udou n'a pas peur d'aller de l'avant. Waouh, quel parc animé! Vous savez, Udou a une histoire longue et parfois difficile. Mais de nos jours, les gens ont un regard positif sur la vie et ils réussissent à garder l'ensemble de leurs traditions et leur culture intactes. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Carnet de route. Je suis Tianjan. Rendez-vous dans notre prochain épisode.